Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Adoption au Tchad du projet de loi relatif à l'organisation du référendum constitutionnel. Le scrutin voulu par la junte au pouvoir doit se tenir le 19 novembre prochain. Retour sur la visite au Maroc du ministre ukrainien des Affaires étrangères. La question du Sahara occidental était l'une des questions évoquées avec son homologue marocain. Nous considérons avec intérêt le plan d'autonomie du Maroc comme une base sérieuse et crédible pour la résolution réussie du différend, estime le chef de la diplomatie ukrainienne. Le Sénégal souhaite abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2027. Le pays a officiellement déposé sa candidature auprès de la Confédération africaine de football. Mais tout d'abord, l'actualité au Sénégal où le procureur de Dakar a requis ce mercredi 24 mai 10 ans de réclusion criminelle contre l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté. Le procès s'est tenu ce mercredi en l'absence du leader du PASTEF et candidat déclaré à l'élection présidentielle de février 2024 qui dénonce depuis le début de cette affaire une machination politique visant à l'éliminer de la course. Et concernant le verdict final dans ce procès pour viol, le jugement a été mis en délibéré et la décision est attendue le 1er juin. Au Tchad, le projet de loi relatif à l'organisation du référendum constitutionnel est adopté par le Conseil national de transition. Le pays se dirige donc vers la tenue de ce scrutin prévu le 19 novembre 2023, un référendum présenté par les militaires au pouvoir comme faisant partie du processus qui doit aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Marie-Raphaël Antolo. Le 22 mai 2023 au Tchad, le projet de loi électorale spécifique relatif à l'organisation du référendum constitutionnel a été validé avec 156 voix pour 3 abstentions et 4 contre-votants au Conseil national de transition. Selon les experts, le projet devrait permettre de déterminer la forme de l'État. À la suite du dialogue national, il était prévu une période de transition qui devait terminer normalement au bout de 2 ans. Et depuis lors, les Tchadiens réfléchissent ou cherchent à trouver des compromis pour arriver à un régime stable. D'après des historiens tchadiens, c'est depuis l'indépendance du Tchad en 1960 que le pays a été confronté à des périodes de crise politique et institutionnelle. La dernière en date, du 20 avril 2021, menée par des rebelles, avait occasionné la disparition brusque de l'ex-président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Nous pensons que la classe politique doit se retrouver en effet pour voter et déterminer la forme de régime qui convient beaucoup plus au Tchad en ce moment de trouble avec l'encerclement des terroristes et une situation intérieure compromettante, d'autant plus que la crise économique et sociale qui sévit dans le pays pose d'énormes problèmes quant à la perspective de sa stabilité. Rappelons que c'était à la suite de l'organisation du dialogue national inclusif et souverain que les participants avaient demandé dans l'une des recommandations l'organisation d'un référendum qui devrait permettre d'adopter la nouvelle constitution de la République et de trancher la question sur la forme de l'État qui divise l'opinion publique tchadienne. Le Maroc, dont la diplomatie est très active depuis plusieurs années sur la question du Sahara occidental, a reçu ce lundi à Rabat le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, qui a été reçu par son homologue marocain Nasser Bourita. Il a notamment été question du Sahara occidental, colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc et dont le Front Polisario réclame l'indépendance. Lors des discussions de ce lundi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères rejoint la position de l'Espagne sur le Sahara occidental, sur l'initiative marocaine d'autonomie qualifiée de bonne base pour régler ce conflit régional. Marcel Kouassi, Abdoulaye Pouy. Comme le défend la diplomatie marocaine,
l'Ukraine reconnaît le plan du Maroc pour le Sahara qui propose un statut d'autonomie négocié comme base sérieuse et crédible pour le règlement de la question de ce territoire disputé. Avec le Front Polisario depuis près d'un demi-siècle, la position de l'Ukraine a été exprimée à Rabat lundi 22 mai 2023 lors d'une audience entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue ukrainien Mitro Kuleba. L'Ukraine rejoint ainsi les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, la France et une dizaine d'autres États européens qui estiment que la solution marocaine permettrait de mettre fin à ce différend régional qui perdure. Avec les soutiens africains, il s'agit de près de 100 États à travers le monde qui soutiennent l'initiative du Maroc. Cette première visite au Maroc du ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine renforce les solides relations diplomatiques et historiques basées sur l'amitié profonde entre nos deux pays. Cette relation a de symboles humanitaires forts, prouvés par la présence habituelle de milliers d'étudiants marocains en Ukraine. Aussi, cette relation est fondée sur le respect mutuel. Le chef de la diplomatie ukrainienne a exprimé le soutien de l'Ukraine au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc au secrétaire général de l'ONU en 2007, comme base sérieuse et crédible pour le règlement réussi de la question du Sahara, et exprimé le soutien de son pays aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, visant à trouver une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour nous en Ukraine, l'intégrité territoriale est une notion absolument sacrée. C'est pourquoi l'une des questions sur lesquelles nous avons discuté porte sur le règlement de la question du Sahara. Nous comprenons qu'elle est essentielle pour la sécurité et la paix régionale. L'Ukraine se conforme et soutient les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental en vue de parvenir à des solutions politiques réciproquement acceptables et en coordination avec la résolution principale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette visite qui intervient dans un contexte particulier réaffirme l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et l'Ukraine. À noter que la représentation diplomatique d'Italie à Rabat réitère également son appréciation des efforts du Maroc pour le règlement de la question du Sahara. Au Gabon, la date de la prochaine élection présidentielle prévue cette année n'a toujours pas été fixée, mais la liste des potentiels candidats tente à se préciser, notamment du côté de l'opposition. À la tête de l'Union nationale depuis 2021, Paulette Missambo est investie candidate du parti, elle qui, depuis les années 90, est l'une des principales figures de la vie politique gabonaise. Séverin Douque. Paulette Missambo a été investie candidate de l'Union nationale pour challenger le président Ali Bongo lors du scrutin présidentiel prévu cette année au Gabon. À la tête de l'Union nationale depuis 2021, celle qui préside ce parti d'opposition radicale a reçu le quitus des congressistes samedi 20 mai 2023 lors d'un congrès organisé à Oyen dans le nord du Gabon. Je suis particulièrement sensible à la marque de confiance que cette auguste assemblée vient de me témoigner. J'accepte de porter la responsabilité que vous venez de me confier. Je suis candidate à l'élection présidentielle de cette année 2023. Paulette Missambo, l'une des principales figures politiques du pays, nourrit à travers cette candidature l'ambition de construire un Gabon pour tous, solidaire, digne et respecté. Au cœur de son projet de gouvernance, des retraités, mais surtout une gestion parcimonieuse visant à garantir une répartition équitable des richesses nationales afin d'offrir le mieux-être à chaque citoyen. Ancienne ministre gabonaise de l'Éducation nationale sous le défunt président Omar Bongo, elle avait claqué la porte du parti au pouvoir, le PDG, en 2009 pour rejoindre l'opposition. Un seul et unique programme rend sa dignité, sa liberté et sa fierté aux Gabonais. C'est ce combat qui rendra tous les autres possibles. Notre ennemi, c'est la gouvernance qui n'assure plus aux retraités un traitement digne et le versement régulier et complet de leur pension. L'opposition avait annoncé qu'elle se battrait pour une candidature unique autour de la plateforme Alternance 2023, dont le pacte d'adoption a été signé le 3 janvier 2023 entre les partis politiques de l'opposition, les personnalités indépendantes et les organisations de la société civile engagées pour le changement. La candidature de Paulette Missambo, qui jusqu'au 3 mai 2023 donnait les rênes de la dite plateforme, laisse planer le spectre d'une opposition à rang dispersé à la présidentielle dont la date reste attendue. Pour l'heure, la bataille à l'invite à l'inscription du maximum de personnes sur les listes électorales, une opération d'enrôlement qui court jusqu'au 7 juin 2023.
Au Mali, le gouvernement de transition a signé un accord de financement de 500 millions de dollars, un accord avec la Société internationale islamique de financement du commerce. Les autorités au pouvoir indiquent que ce fonds d'un demi-milliard de dollars est destiné à renforcer des secteurs vitaux tels que celui de l'énergie ou encore celui de la sécurité alimentaire. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Le Mali a signé un accord de financement de 500 millions de dollars, environ 300 milliards de francs CFA, avec la Société internationale islamique de financement du commerce, ITFC, à l'endroit des secteurs de l'énergie, de la sécurité alimentaire et autres. Ce financement ouvre la voie à l'extension du partenariat stratégique entre la République du Mali et l'ITFC à de nouveaux domaines de collaboration. Je crois que cet accord est un bon accord pour le Mali et puis même pour le groupe de la Banque islamique de développement. Le Mali est un pays à fort potentiel, que ce soit dans le domaine énergétique et dans le domaine minier et même dans le domaine agricole. Donc c'est un pays d'avenir. Il faudra que les institutions financières internationales, surtout africaines, et puis les autres institutions financières internationales qui sont la Banque islamique par exemple, et les pays d'Asie, investissent davantage au Mali parce que le Mali est au carrefour. Le ministre de l'économie et des finances malien, Alouseni Sanou, a affirmé sa volonté de renforcer les axes de coopération avec l'ITFC en vue de soutenir les projets structurants de l'État et le secteur privé. L'accord cadre signé vise par ailleurs de nouveaux domaines de collaboration, notamment l'achat de produits alimentaires et pétroliers, l'agriculture, la santé et le renforcement des capacités de financement du secteur privé à travers les banques locales. Je crois que investir au Mali, c'est investir pour l'avenir, investir pour le développement. Et il faudra accompagner les autorités maliennes maintenant qui cherchent par tous les moyens à sortir le Mali du marasme économique ambiant qui règne pas seulement au Mali, mais dans toute l'Afrique et dans le monde entier, avec la crise ukrainienne et puis avec l'inflation galopante qui sévit à travers le monde. La signature de cet accord cadre permettra également au Mali de bénéficier de programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités dans le cadre du programme des ponts du commerce arabo-africain. Ainsi, selon les autorités maliennes, cet accord cadre devrait permettre de promouvoir le développement économique du Mali et d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans l'actualité également, manifestations en Éthiopie, dans plusieurs villes, dont Mekele, au nord du pays. Des milliers de personnes déplacées par le conflit dans la région du Tigré sont descendues dans la rue ce mardi pour exiger leur droit de rentrer chez elles. Après avoir été obligées de fuir les combats qui ont opposé le gouvernement fédéral éthiopien, le Front de libération du peuple du Tigré et le Front de libération Oromo de novembre 2020 à novembre 2022. 2 ans de guerre qui ont fait près de 600 000 morts et 2 millions de personnes déplacées. C'est officiel, le Sénégal est candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le pays a déposé sa candidature ce lundi au siège de la Confédération africaine de football, la CAF, qui avait annoncé en avril dernier avoir reçu 4 autres déclarations de candidature à l'organisation de cette CAN 2027. Séverin Douqueux. Le Sénégal nourrit l'ambition d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football sur son sol. Le pays d'Afrique de l'Ouest a déposé sa candidature pour l'organisation de l'édition 2027 de cet événement sportif majeur sur le continent africain le 22 mai 2023. Selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, une délégation sénégalaise a été envoyée en Égypte au siège de la Confédération africaine de football afin de soumettre cette candidature. Une candidature qui intervient au moment où le football sénégalais connaît une montée en puissance avec de très bons résultats dans toutes les catégories. Ici, au niveau du Sénégal, on a quand même l'expertise en termes de ressources humaines. Les gens sont très bien outillés. On a organisé pas mal de compétitions internationales, CHAN, CAN, tournois de l'UFOA via les petites catégories. Donc maintenant que voilà, les résultats suivent, vous voyez les résultats qu'on fait à l'international par rapport à toutes les catégories ces 2 dernières années, il ne nous reste que l'organisation. La candidature sénégalaise a été précédée par une triple candidature est-africaine portée
portée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Une candidature dénommée East African Country Pamoja AFCON 2027 entendait Nation africaine ensemble pour la CAN 2027. Pamoja signifiant ensemble en Swahili. La candidature a reçu la bénédiction et le soutien du président ougandais Yoweri Museveni selon sa déclaration sur son compte Twitter. J'ai reçu la candidature conjointe de l'Ouganda à la CAN 2027 avec le Kenya et la Tanzanie. Le sport est bon pour la santé, le divertissement et maintenant plus encore pour les affaires. Par conséquent, que l'Afrique de l'Est se réunisse pour inviter la Coupe d'Afrique des Nations ici, c'est très bien. Cela fera la promotion de nos pays et le tourisme augmentera également. La dernière organisation sénégalaise de la CAN remonte à 31 ans, c'était en 1992. La triple candidature est-africaine, Ouganda, Kenya, Tanzanie, se pose en sérieux concurrent face à l'ambition sénégalaise autant que celle de l'Égypte ou du Burundi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.